Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Émilie Pernet. Alors Émilie, passionnée par l'humain et la psychologie, après avoir embrassé une carrière dans le web, est devenue praticienne en hypnose ericksonienne, sophrologue puis écrivaine. Elle a entre autres écrit le petit livre du lâcher-prise vendu à plus de 40 000 exemplaires, rien que ça, le petit livre de l'intuition, sophrologie, SOS Sophrologie également. Bref, bravo pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent et sois la bienvenue dans notre podcast. Merci à toi Quentin et puis bravo aussi pour tout ce que tu fais. Merci. Ben ouais, on essaye à notre façon de contribuer un peu comme on peut dans un domaine qui nous passionne tous les deux, hein, qui est le développement de soi, le développement personnel. Ouais, l'humain, la psychologie, etc. Ouais, bon, on va y revenir en profondeur sur tous ces sujets-là. Comment tu te sens toi aujourd'hui ? Alors je me sens plutôt bien, c'est le matin, j'ai déposé mes enfants à l'école et à la crèche, donc ça va plutôt bien. Voilà, c'est le mois de décembre, tout va bien. Un petit peu stressée par ce podcast, hein, je désamorce tout de suite le sujet. Et je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir échanger autour des sujets qui nous passionnent. Ouais, ben en tout cas, ouais, je suis vraiment ravi de t'accueillir. Des sujets, en veux-tu, en voilà, qui me passionnent. Je pense notamment à l'hypnose, la sophrologie. Tout ça, c'est des sujets que j'aimerais vraiment approfondir avec toi. Donc là, pendant l'heure et demie qui va suivre. Mais avant tout, question assez simple de début de ce podcast. Qui es-tu, Émilie ? Alors, qui je suis ? Je suis Émilie Pernet, j'ai 42 ans, je suis donc une accompagnante, je me définis comme ça. Okay. Les outils que j'utilise, c'est l'hypnose ericksonienne, effectivement, et la sophrologie. J'utilise aussi l'EFT. Je suis également formée, mais je n'ai pas le titre d'instructrice, mais à la méditation pleine conscience. Okay. Je suis une passionnée, effectivement, comme tu l'as dit, d'humain. Je suis très curieuse. J'ai toujours dans ma vie beaucoup lu, beaucoup regardé de films, etc. Enfin, pour moi, comprendre les personnes, les histoires et voir en chaque personne qui vient me voir donc à mon cabinet dans le 19e tout son potentiel. Sur Paris, du coup, hein, 19e Paris. Oui, 19e Paris, excusez-moi. Oui, ça me paraît évident, mais n'importe quoi, je suis une Parisienne. Oui, dans le 19e à Paris. Ouais, les personnes qui viennent me voir, en fait, j'ai la sensation vraiment de voir tout leur potentiel, toutes leurs capacités, tout ce qu'ils ne voient pas forcément eux. Et en fait, de leur donner juste les outils pour ouvrir les yeux, pour se connecter à eux-mêmes, à qui ils sont, à ce qu'ils veulent dans leur vie. Donc, je les accompagne vers leurs objectifs, leurs envies de changement. Et pour ce faire, j'utilise donc les séances en cabinet pour les accompagnements individuels. J'interviens également en entreprise de temps en temps. Et voilà, à travers mes livres également, comme tu l'as dit, j'essaye de transmettre le plus d'outils. En fait, je pars du principe que la pédagogie, c'est ce qu'il y a de mieux pour se comprendre et qu'une fois qu'on a les clés et qu'on se comprend mieux, voilà, notre inconscient, notre conscient, notre manière de fonctionner. Une fois qu'on a les clés, il ne tient qu'à nous, qu'à chacun d'entre nous, d'ouvrir les portes et de pouvoir se connecter à tout notre potentiel. Donc, je suis hyper heureuse d'avoir ce rôle-là maintenant, aujourd'hui. Et à part ça, qui suis-je ? Une maman également, voilà, une femme et une autrice, comme on dit aujourd'hui. Et je suis très heureuse également, à travers mes livres, de pouvoir transmettre à un très large public tous ces outils, toutes ces idées que j'ai. Et je trouve ça génial, en fait, de rendre accessible, même si, voilà, c'est pas forcément en profondeur, puisque parfois, c'est juste des outils du quotidien, mais c'est vraiment, pour moi, génial de pouvoir transmettre tout ça aux personnes qui lisent mes livres. C'est vraiment hyper valorisant pour moi. Waouh. En effet, déjà quand on voit qu'il y a 40 000 exemplaires qui ont été vendus pour seulement un livre, alors bon, Ouais. c'est juste dingue. Oui. Comme quoi, voilà, c'est du pratico-pratique et on va revenir aussi là-dessus. Très bien. Tu étais dans le web juste avant. Oui, Bon, tu l'es tout toujours à un petit fait. peu du coup, mais en fait d'une autre manière. Qu'est-ce qui a switché en fait en toi ? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un métier plutôt de web avec des grands comptes, je crois, Oui. en fait à cette personne qui a envie d'œuvrer pour le bien commun quelque part et d'aider, voilà, à ta manière les gens.
Eh bien, je dirais que j'ai toujours, voulu, œuvrer pour le bien commun et j'ai toujours eu cette propension à écouter les gens et à essayer de les aider, de trouver des solutions, c'est-à-dire que même quand je travaillais, parce que mon dernier poste, c'était chez Yahoo. J'étais une, responsable éditoriale de la chaîne féminine et déjà, même quand j'étais, chez Yahoo, j'adorais mon métier qui était, déjà de transmettre au plus grand nombre et cetera. Mais ce que j'aimais aussi, c'était, la connexion avec les gens, en fait, avec mes collègues, avec toutes les personnes que je rencontrais, avec qui je travaillais et en fait, je passais beaucoup de temps à discuter, à écouter, à conseiller, et j'avais la sensation aussi de faire pareil à travers parfois, bon, pas toujours, il faut l'admettre, hein. Il y a certains contenus web qui étaient peut-être, moins enrichissants que d'autres, mais Ouais. voilà, vraiment cette sensation de transmettre au plus grand nombre, ça a toujours été hyper important pour moi et comment ça s'est fait? Tout simplement parce que je me suis toujours intéressée, au développement personnel, au yoga, au bien-être, à la méditation et ça a pris une place de plus en plus importante dans ma vie et j'ai particulièrement eu un déclic avec l'hypnose ericksonienne. Mmh. En fait, j'ai fait des formations, quand je travaillais. Je les ai fait sur mon temps de vacances, Ouais. parce que j'étais passionnée, en fait et que pour moi, c'était devenu, hyper excitant, autant aussi excitant que de partir, une semaine en vacances à la mer, quoi. C'est-à-dire que, Mmh. voilà, pour moi, c'était des vacances que de faire des formations, Ouais, sur mon temps de vacances. c'est Et c'est devenu, après j'ai eu l'opportunité de voilà, de pouvoir faire le switch parce que, il y a eu, voilà, j'ai «profité» entre guillemets, d'un plan social à mon mmh. travail pour, faire ce switch-là. Je sais pas si je pense que je l'aurais fait de toute façon, mais peut-être pas à ce moment-là. Et là, j'ai vraiment eu une grande opportunité avec un accompagnement, de me mettre à mon compte, de pouvoir, voilà, Génial. me faire vivre de ma passion et au début, je l'ai fait, petit à petit. J'y suis pas allée du tout d'un coup. C'est-à-dire que j'ai gardé, en fait, des contrats de freelance en rédaction web, heu OK. et petit à petit, là, ça a pris de plus en plus de place. Maintenant, ça va faire 7 ans, là, que je suis en cabinet. Mmh. Donc et que, là, ça y est, depuis ce mois-ci, j'ai mon propre lieu OK. qui est tout Trop petit, mais cool. qui est à moi, Bravo. donc voilà, c'est super. Donc tout ça s'est fait vraiment de façon totalement naturelle et petit à petit et c'est vraiment en me connectant à ma passion, en fait, à ce que j'aimais vraiment faire et en écoutant finalement mon intuition. C'est-à-dire que, voilà, quand j'étais en formation d'hypnose ou de sophrologie, bah, j'avais des frissons Mmh. quand j'apprenais, comment accompagner les gens. Je trouvais ça tellement, là et quand je t'en parle, j'ai encore des frissons. Mmh. C'est-à-dire Ouais. qu'un jour, il y a un je faisais ça un petit peu en mode, bah, je le fais pour moi, juste parce que je suis curieuse Mmh. et un jour, il y a au bout de ma première semaine d'ailleurs de formation d'hypnose, je me souviens, il y a mon tuteur en fait, enfin la personne qui, me formait, voilà, on avait tous, par groupe un tuteur qui m'a dit, «Mais, je sais pas si tu sais que tu es une thérapeute en fait». Mmh. Et là, quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment, je me suis dit: «Ouais, en fait, ce que j'osais pas me dire depuis toutes ces années, bah, ça y est, quelqu'un d'autre qui, en plus, est qualifié, Ouais. me le dit». Et à partir de ce moment, enfin, ça a vraiment créé un déclic et c'est ce que j'essaye de faire aussi avec les personnes qui m'accompagnent, qu'ils aient des déclics, Mmh. que j'accompagne, pardon, qu'ils aient des déclics. Et vraiment, à partir de ce moment-là, bah, voilà, c'était parti dans ma G tête. Waouh, Mmh. génial. Beh et comment tu fais pour que les gens aient ce déclic, justement? Eh bien, c'est un travail assez, profond. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est, déjà de les aider à identifier, ce qui les empêche de se connecter à ce qu'ils veulent pour eux, à Ouais. qui ils sont vraiment. Et ensuite, c'est vraiment une connexion à l'inconscient, à l'intuition, en fait, c'est vraiment retrouver sa mission de vie. OK. Pour Mmh. moi, c'est important de se demander quelle est notre place dans le monde et il n'y a pas de valeur qui soit, moins bien qu'une autre. Je veux dire, si la valeur de la personne, c'est, de gravir les échelons et qu'elle a un besoin de reconnaissance, enfin, le pouvoir est une valeur comme une autre. Je veux dire, il n'y a Mmh. pas de jugement à avoir. C'est juste savoir ce qu'on veut pour soi dans la vie, ce qui est vraiment important. Une fois qu'on a défini ses propres valeurs, une fois qu'on se connecte aussi à qui on est tout au fond, pour moi, ça a vraiment à voir avec, qui l'enfant intérieur qu'on est, en fait. Mmh. C'est quoi, en fait, qu'est-ce qu'on voulait faire? À quoi on s'occupait? Et Ouais. hem et souvent,
Il y a une histoire aussi de croyances limitantes, de comment on a été élevé, du cadre, de répondre aux attentes des autres, de la société. C'est s'offrir aussi cette propre reconnaissance, c'est s'autoriser à être soi. Voilà, s'autoriser à être soi. Et pour moi, c'est un petit peu la base de tout accompagnement. Voilà. Après, il y a toujours des grands thèmes qui reviennent, la confiance en soi, se connecter à ses propres valeurs, s'autoriser à être soi, rendre en fait aussi aux personnes qui nous les ont consciemment ou inconsciemment inculquées les croyances limitantes. Enfin voilà, c'est vraiment un travail de fond. Et après, je m'adapte vraiment à chaque personne, à chaque caractère, et j'adore ça, découvrir chaque univers. Pour moi, donner des séances, c'est vraiment comme si je regardais des bons films, des séries en fait, parce qu'à chaque fois, il y a un suivi en plus avec la personne. Et je suis tellement heureuse quand les personnes, elles sentent qu'il y a des déblocages, qu'elles sentent qu'elles avancent, il y a des déclics. Voilà. Franchement, c'est top. Et donc, en matière d'outils que tu utilises, c'est principalement l'hypnose? Alors, c'est l'hypnose plus la sophro, plus tout un tas d'autres choses? Alors, déjà, j'utilise l'hypnose beaucoup et la sophrologie énormément. Les deux, en fait, je les utilise, je dirais, vraiment autant l'une que l'autre, sachant qu'il y a des personnes qui viennent me voir pour l'hypnose et il y a des personnes qui viennent me voir pour la sophrologie qui ne veulent pas faire d'hypnose. Donc là-dessus, je suis vraiment, je suis à l'écoute de ce que les gens me demandent. Je leur explique bien comment ça fonctionne à chaque fois. Et je me permets, si la personne est d'accord, de mélanger un petit peu les outils. Okay. On peut faire de l'EFT aussi. Enfin, vraiment, je suis attentive à tout ça, sachant que la sophrologie, il y a toute une partie, la partie visualisation, qui s'inspire en grande partie, qui est de l'hypnose en fait. Yes. Donc, et du coup, ouais, et pour ceux qui entendent parler de l'hypnose, mais qui ne savent pas vraiment ce que c'est que l'hypnose, même certains ont potentiellement peur de l'hypnose. Oui. Je pense à un ami là qui me dit non, mais jamais je ferai de l'hypnose, j'ai pas envie qu'on rentre dans mon cerveau, si je reprends ses dires. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose, et qui plus est l'hypnose ericksonienne? Alors déjà, à la base, l'hypnose, c'est un outil qui peut être utilisé de diverses façons. Donc, quand on voit un spectacle d'hypnose, oui, ça peut être impressionnant, mais c'est pas du tout ce qu'on pratique en cabinet. Ouais. Le but de l'hypnose ericksonienne, c'est vraiment de guider la personne qu'elle prenne conscience de comment elle fonctionne et qu'elle se connecte à son inconscient. Et à tout moment, la personne, pendant la séance, peut décider de parler, d'arrêter, de se lever, de partir, de dire « j'en ai marre ». J'ai pas envie, mais en fait, ça n'est jamais arrivé. Ce que ton ami peut se demander peut-être, Quentin, c'est quel est son rapport avec le contrôle aussi, parce que décider de faire une séance d'hypnose, c'est aussi accepter de lâcher prise avec toutes les idées reçues qu'on a, avec le quotidien, avec, j'ai envie de dire, la normalité de la vie. Et c'est vraiment se connecter à quelque chose de plus grand, c'est se connecter à toute la partie immergée de l'iceberg. C'est tout ce qu'on ne voit pas au quotidien. Donc, en hypnose, déjà, il va y avoir toute une partie où l'hypnothérapeute, la praticienne ou le praticien va vraiment normalement vous expliquer comment ça se passe, va vous rassurer. Et le praticien ou la praticienne va s'adapter aussi. Si la personne dit « j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller, je suis une personne… » Voilà, elle va certainement cadrer, reconnaître si la personne est plutôt contrôlante ou pas. Et l'hypnose, c'est vraiment un état qui est accessible à tous. Tout le monde peut y accéder. Comme tout le monde peut accéder à la relaxation. Il faut juste avoir envie d'y aller. Et accepter peut-être de, comme on dit, lâcher prise, entre guillemets. Pour les personnes qui sont plutôt… qui n'ont pas trop envie, mais qui viennent quand même en séance, donc c'est assez contradictoire. J'aime bien en fait leur expliquer que c'est eux qui décident jusqu'où ils veulent aller et qu'ils sont libres dans leur tête d'y aller ou pas en fait. Ok. C'est ça qui est hyper intéressant.
Ouais, je pense qu'il y a certains peuvent avoir peur, et moi je l'ai eu aussi, hein, je me souviens à une période de lâcher complètement et de se dire ok, si jamais je lâche tout, est-ce que je vais pouvoir revenir à mon conscient comme je le souhaite, et je pense qu'à partir du moment où on démystifie ce Oui, point, ça va. toutes les nuits, vous lâchez tout, vous vous endormez totalement et vous vous C'est réveillez le vrai. matin et tout va bien. Enfin, et l'hypnose, pour moi, ce que j'explique, c'est que c'est vraiment une connexion à soi. C'est un état qui est à la fois naturel et qui peut paraître magique, mais c'est comme ces moments où on est très relaxé, où on est très concentré, le temps passe vite, ou ces moments où on regarde, on est dans le train, on a 1 heure dans le train et en fait, on regarde par la fenêtre et l'esprit part ailleurs et c'est comme si en fait le temps passait différemment par rapport au quotidien ou quand on fait les choses en mode automatique, on fait un trajet qu'on a l'habitude de faire et en Ouais. fait on se souvient même pas ce qui s'est passé sur le trajet quand on arrive chez soi parce Mm. qu'on a été ailleurs en fait, on n'était pas vraiment là et pourtant on était ailleurs, mais on était où? On était certainement dans un monde un petit peu décalé, un petit peu différent et en fait quand on est dans cet état-là, on est déconnecté des considérations du mental, de tout ce qui est quotidien et je pense que c'est là où, tout ce qui est créativité, tout ce qui est intuition, c'est là où ça peut s'exprimer enfin, tout comme dans les rêves, hein, Mm. Ouais. voilà. Ouais, ouais, l'exemple que tu as pris juste avant, c'est un exemple que j'ai pas plus tard pris qu'il y a 2 jours. J'interviens dans un grand groupe de BTP et avec des cadres en fait. Donc on essaye de leur faire prendre conscience que l'erreur est humaine. En fait, on travaille sur les facteurs humains et organisationnels. Ouais, Et donc du coup, on parle du conscient et de l'inconscient, ouais. et notamment du fait que quand tu prends ta voiture, à un moment donné, en effet, hein, je reprends le même exemple, voilà, pendant 5 minutes, tu dis mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens plus que le trajet, et ça n'empêche que tu es toujours en vie, tu es toujours là, et tu as un inconscient qui a fait en sorte que tu sois Ouais, toujours sur la route. Et puis, exactement. Et en fait, notre inconscient, toute la journée, il est hyper présent, seulement on n'en a pas conscience. Ce que je prends souvent comme exemple, c'est, on respire toute la journée depuis qu'on est né, toute la vie. ouais. On se dit pas: «J'inspire, j'expire» à chaque fois. «Ah, attention, je fais l'effort d'inspirer, d'expirer». Toutes ces choses qu'on fait en mode automatique, le matin, on met un pied par terre, on a nous tous nos gestes automatiques. Il y a aussi toutes les pensées qu'on a, toutes les peurs qui reviennent. Voilà, après ça peut aussi être un mode automatique qui commence un petit peu à nous embêter ou à nous gâcher la vie ou voilà, des habitudes dont on ne veut plus. Ouais, Mais notre inconscient, en fait, on en parle comme si c'était pas nous, mais c'est nous. c'est nous. Enfin, on est inconscient et conscient. Il y a Et- la partie visible, la partie voilà, et la partie invisible, et c'est ça qui est passionnant. Et Hmm. souvent, enfin, il est tellement fort notre inconscient. En fait, moi, j'utilise souvent cette image du garde du corps, où je prends aussi cette image du petit chien qui veut nous protéger et qui aboie. Ouais. C'est-à-dire que il est là, il veut bien faire depuis toujours, donc il veut qu'on soit aimé, qu'on n'ait pas de problème, qu'on se sente en sécurité. Donc, il a créé des espèces de barrières pour nous protéger, qui ont été érigées par notre éducation. Voilà, c'est souvent des mécanismes d'autodéfense naturels, hein, on peut Hmm. avoir, ou des choses qu'on a ancrées à cause de traumatismes. Et après, quand on n'en veut plus, parce que ça nous commence à nous, qu'on se rend compte qu'on n'en a plus besoin, c'est là où l'hypnose va aussi pouvoir intervenir. Donc notre inconscient, même si on se demande pourquoi tous les soirs je mange du chocolat à cette heure-là parce que ça me fait du bien, etc. Hmm. Il faut se demander d'où ça vient, qu'est-ce qu'on remplit, pourquoi. Hmm. Et notre inconscient, en fait, il a besoin de quoi pour arrêter cette habitude. Et c'est en travaillant là-dessus, en fait. Parce qu'il y a une part de l'hypnose qui peut être ne travailler que sur les symptômes. C'est-à-dire demander à l'inconscient d'arrêter de manger du chocolat tous les soirs à cette heure-là. D'accord. Moi, j'aime bien quand même nettoyer en profondeur. Hmm. J'aime bien aller demander les souvenirs, d'où ça vient, ça veut dire quoi. Souvent, voilà, bon là je parle de manger du chocolat, ça peut être une peur, voilà, Ouais. ne pas arriver à s'endormir le soir. Voilà, je vais aller interroger en fait l'enfant intérieur, la sécurité, la confiance, Hmm. toutes ces Et choses-là, et du c'est coup, important. ouais.
Et du coup, tu fais émerger, donc tu poses des questions et en fait, le fait on va dire, de mettre, on va dire, comment je peux appeler ça, en lumière, en tout cas, toutes les réponses à ces questions, ça fait des déclins, des déclics quelque part chez les personnes. Exactement. Pour moi, il y a le côté échange aussi. Donc, c'est tous les déclics qu'on peut avoir dans la conversation. Un peu, je suis pas du tout psy, mais un peu comme quand on va voir un psy et qu'on se rend compte parce que quelqu'un d'autre nous donne une lumière extérieure par rapport à ce qu'on dit, qu'on prend conscience par la parole de choses qui sont enfouies. Donc, du coup, déjà, ça déterre des choses et c'est déjà intéressant, rien que le dialogue. Ensuite, il y a un travail encore plus profond avec l'hypnose qui passe, en fait, au-delà du mental et de la discussion, je trouve, par quelque chose de plus invisible, par l'énergie, par le corps, par l'émotion. Et c'est là-dessus qu'on va connecter en sophrologie et en hypnose. Plus par le corps, donc c'est un travail différent et vraiment intéressant, je trouve. Ouais, et d'un point de vue pratico-pratique, parce que moi, j'ai trop envie d'aller encore en profondeur là-dessus. Et puis en même temps, il y a plein de sujets. Il y a le lâcher-prise, il y a la sophrologie aussi que j'aimerais évoquer avec toi. Donc, hypnose, d'un point de vue pratico-pratique. Donc, je rentre dans ton cabinet. Comment ça se passe? Et voilà, qu'on en sache un peu plus. Alors, tu rentres dans mon cabinet et tout d'abord, pendant la première séance, il y a vraiment une partie, comme dans tout accompagnement, je pense, de définition d'objectifs, d'anamnèse, donc en fait de découverte. Donc, je vais vraiment poser beaucoup de questions à la personne sur ce pourquoi elle est là et en fait, je pars en exploration pour comprendre son fonctionnement. Donc je vois ton film, tu vois, tu parlais de série ou de film, je vois, ça y est, un petit Commandant Cousteau. On pose le décor, les personnages, comment ça s'articule dans sa vie, comment la personne, elle résonne. Je pose aussi des questions sur le passé. Voilà, c'est vraiment partir en exploration des fonctionnements de la personne, de son cadre de vie, des idées qu'elle a, de ses habitudes, etc. Donc, voilà. Et à la fin de la première séance, qui dure un peu plus d'1 heure, en général entre 1 heure et 1 heure et quart. Pendant 20 minutes, je veux toujours que les personnes fassent un premier test d'hypnose. Donc, je les sensibilise à l'hypnose, je leur explique comment ça fonctionne, ce que c'est, et on fait toujours un premier exercice, en fait une première transe. Souvent, j'aime bien pour la première séance qu'ils puissent appréhender un phénomène hypnotique, c'est-à-dire quelque chose de visible. Qu'ils aient une image, qu'ils voient qu'il se passe quelque chose, en fait. Donc, je prends, en fait, souvent un exercice avec les mains. Tu vois, je leur demande souvent de mettre les 2 mains face à face, une main face au ciel ou une main face au sol. J'aime vraiment bien, pour la première séance, qu'ils se rendent compte physiquement qu'il y a quelque chose, qu'ils appréhendent l'état de transe, d'hypnose, et qu'on commence à travailler. En fait, c'est toujours, pour la première séance, on pose l'objectif. Et on remercie les blocages et on leur demande de commencer à travailler avec l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu travailles déjà sur le conscient et l'inconscient, le fait de poser consciemment un objectif. Tu as ton inconscient qui va se mettre à bosser. Exactement. Et alors, pour rentrer dans l'état d'hypnose, c'est vraiment, les personnes, elles m'écoutent et je leur dis souvent, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout ce que je dis, vous pouvez laisser passer ce qui ne vous concerne pas. Vous êtes attentive à ma voix et en fait, je les connecte à tout ce qui se passe autour d'eux dans l'instant présent afin de les sortir des considérations du mental et du quotidien. C'est un petit peu comme une grande relaxation, une grande concentration sur soi et en même temps une ouverture sur le monde, quoi, sur l'absolu. C'est assez fou, quoi. Et l'objectif, c'est qu'ils rentrent petit à petit, qu'ils appréhendent cet état et qui n'est pas forcément non plus très différent d'états qu'ils ont déjà vécu dans la vie. C'est pas voilà. Et c'est vraiment du sur-mesure, selon ce que la personne m'a dit, selon les mots qu'elle emploie, selon son tempérament, selon qu'elle a une tendance à être complètement cool et dans le lâcher-prise. Là, je te fais des extrêmes, c'est pas souvent ça, mais ou complètement contrôlante. Voilà, je vais vraiment m'adapter à chacun, c'est du sur-mesure. Et ensuite, en fait, l'objectif, c'est que la personne ne soit plus dans cet état de veille du quotidien, ni dans l'état de sommeil total. En fait, entre les deux, plus ou moins profond.
D'accord. Et combien de séances alors tu vas me dire, c'est du personnalisé, mais en moyenne, est-ce que c'est 2 séances, c'est 3 séances, c'est plus? Alors moi, je dis toujours aux personnes qui viennent me voir, c'est au moins 3 séances. OK. C'est au moins ça. Les séances sont espacées de 2 ou 3 semaines, en hypnose, hein, je parle. En sophrologie, c'est un petit peu plus, je dis. C'est au moins 5 séances. C'est un peu plus sur du long terme, 5-6 séances. OK. En hypnose, en fait, je parle toujours de 3 séances parce que pour moi, c'est un minimum. Parce que pendant la première séance, on parle beaucoup aussi, donc c'est un petit peu particulier. Et j'estime toujours que même si on fait une séance sur le sujet même, il y a toujours aussi une séance de renforcement, de voilà, voir comment ça se passe. Et je dis que c'est un minimum, mais en fait, je dirais que c'est plus une moyenne de 5 séances, quelque chose comme ça. OK. Pour que ce soit efficace, les personnes qui viennent me voir, moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'elles soient vraiment indépendantes. C'est-à-dire, c'est elles qui prennent leur rendez-vous. Et Mmh. comme ça, elles sont responsabilisées par rapport à leur travail. Et je leur donne le cadre. Et après, si c'est 4 séances, une pause de 2 mois parce que, voilà, il y a un levier, un palier qui est passé et que là, elles ont besoin de faire une petite pause et qu'après, elles reviennent pour encore 2 séances. Enfin, voilà, moi, il n'y a pas de problème. J'accueille, en fait, la façon dont veut travailler la personne aussi. Donc, je suis assez, voilà, j'ai envie de dire, je suis assez cool là-dessus. Ouais. Mais c'est important qu'en fait, les personnes aient envie de venir Mmh. et qu'elles le fassent de façon vraiment naturelle et indépendante, quoi. Donc, je Qu'elles dirais, soient pas forcées, ouais. voilà, et je dirais, c'est pas mal, 5-6 séances. Et ensuite, c'est un minimum de 3 séances. Et j'ai des personnes, tu sais, qui viennent me voir de temps en temps aussi, qui sont OK. venues pour un travail particulier Mmh. et qui reviennent quand elles sentent qu'il y a un petit truc dans leur vie, elles reviennent, font une petite séance, elles repartent, elles reviennent 3 mois après. Et en fait, c'est ça, j'aime aussi accompagner, c'est des thérapies courtes, brèves, Mmh. mais j'aime en fait accompagner les gens sur du long terme. Il y a des personnes que je suis qui reviennent depuis plusieurs années Mmh. et moi j'apprécie en Et du fait. coup, pour d'autres, problématiques, Bien sûr, beh, ouais, parce qu'on c'est pas les évolue. mêmes qu'au début. Eh bien oui, bien sûr. Et Et ouais. c'est ça que j'apprécie aussi, c'est de suivre les gens, en fait. Mmh. De Voilà, qu'ils sachent aussi qu'il y a un espace, quelque part où, ils peuvent être, accompagnés pour, passer ces paliers de vie, quoi, où, parfois on se retrouve bloqué, on a des décisions à prendre, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, qui va plus et qu'on se Mmh. perd un petit peu donc voilà. Ouais. Moi, j'ai l'image de jeux vidéo, tu vois, où tu as des Ah bah, niveaux. Et en fait, exactement, à chaque niveau supérieur, bah, c'est super. Donc, toi, exactement tu avances, mais tu as des nouvelles problématiques qui et arrivent. ben, Et c'est donc, ça que je dis, en fait, c'est ce que j'ai dit il y a quelques jours sur Instagram, d'ailleurs, sur mon compte Instagram. OK. C'est que j'ai vraiment cette sensation d'aider les gens et moi-même, hein, enfin, c'est ce que je ressens dans ma vie, c'est qu'il y a des paliers et qu'en fait, quand on passe ces paliers, c'est un petit peu comme passer des niveaux. Ouais. Après, il y a toujours des nouveaux niveaux à passer Mmh. et moi, en fait, je leur donne juste la main pour les aider à passer ces niveaux et voilà, les aider à y voir plus clair et à se connecter à tout leur potentiel. Mais pour moi, la vie, c'est vraiment ça, chaque vie, en fait, est une aventure. Enfin, Ouais. c'est mon point de vue, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je pense qu'on 100% l'a bien sagittaire, hein, saisi. donc je pense que ça joue, mais Ouais, mais moi aussi, je vois la vie un peu comme toi. ouais. Donc là-dessus, j'ai aucun problème à le dire et à l'entendre. Je reste encore un tout petit peu sur l'hypnose. De toute façon, on va potentiellement revenir là-dessus tout à l'heure. Ouais. Tu parles d'hypnose ericksonienne. Il y a d'autres types d'hypnose et quelle est la particularité de cette hypnose? C'est ce que tu viens de nous décrire, j'imagine? En fait, l'hypnose ericksonienne, c'est vraiment, une connexion, au potentiel, de la personne. Ok. Donc c'est-à-dire, Milton Erickson, heu, qui était un très grand monsieur, part du principe qu'en chaque être, il y a tout ce qu'il faut pour relever tous les défis de la vie. Ok. Et que le travail de l'accompagnant en hypnose ericksonienne, c'est vraiment de le connecter, Hum. à ça. En hypnose ericksonienne, le truc, c'est qu'on va beaucoup travailler avec l'inconscient en utilisant votre inconscient, c'est-à-dire, on va un petit peu décorréler, dissocier finalement
l'inconscient de la personne, mais dans le but de mieux lui faire comprendre le fonctionnement, etc. D'accord. Donc, prise de conscience. Ouais, c'est ça. Ok. Et voilà, donc c'est l'hypnose ericksonienne à visée vraiment thérapeutique, quoi. D'accord. Et donc, il y en a d'autres. Alors, l'hypnose un peu, on va dire, de spectacle. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais on Bah, peut c'est l'appeler pas comme du tout de l'hypnose ça. Mais thérapeutique, c'est ouais, de l'hypnose. En fait, classique. l'hypnose, c'est un outil. Ouais. Et vraiment, ça peut être utilisé. C'est comme, bah, j'avais entendu cette, voilà, c'est comme quand tu as un couteau. Je sais que c'est horrible de dire ça, mais tu peux Ouais. soit l'utiliser dans ton quotidien pour faire à manger, soit tu peux l'utiliser différemment. Mais tu vois, enfin, Ouais, ouais, un en outil effet. comme un autre. On va Comme, rester dans les films ou on peut voilà, partir tu sur vois. plein de thèmes. Ce que je veux dire, c'est que c'est un outil, donc c'est pas, voilà, c'est Ouais. comme la discussion, c'est un outil qui peut être utilisé à des fins conversationnelles, à des fins thérapeutiques. Enfin, donc après, vraiment, on en fait ce qu'on veut. Ouais. Mais Donc, gestion du stress, sommeil, peur, ouais, phobie, exactement. voilà, toutes les problématiques qu'on a, ben voilà, Confiance en on pense à soi, toi. exactement. Sommeil, ouais, tout à fait. Bon, ben, top. Bah, en tout cas, ça donne envie. Et là, je vais régulièrement sur Paris. Donc, dans un cheminement de progression, quoi qu'il arrive, continue pour ma part, je saurai à qui faire appel. Ah, avec plaisir. On a parlé de sophrologie. C'est quoi Ouais, la sophrologie? Parce que honnêtement, alors j'étais au salon Preventica, qui est un salon de la prévention ouais. dans plusieurs lieux de France chaque année. Et en l'occurrence, c'était à Paris hier. Et donc j'y étais. Il y avait en effet certaines entreprises qui interviennent donc dans d'autres entreprises et qui sont des communautés de sophrologues ou en tout cas des personnes qui mettent en relation des sophrologues avec les entreprises. Mais mine de rien, c'était pas très clair quand j'aurais posé la question, mais ok, qu'est-ce que vous faites et en fait, la personne, alors qui était peut-être plutôt chargée d'affaires, n'avait pas su me décrire parfaitement, comme j'aurais bien aimé, le métier du sophrologue. Toi, c'est quoi la sophrologie et comment Alors, tu pratiques? ouais, la sophrologie, pareil, c'est une technique d'accompagnement qui est psychocorporelle. Ok. Donc, on va vraiment travailler avec le corps et le mental. On estime Mm. en sophrologie que les deux, bien sûr, sont liés. Ouais. Et pareil, ça va être le travail va être à la fois d'apprendre à la personne, selon sa problématique et son objectif, des exercices qu'il peut pratiquer dans son quotidien pour se connecter, voilà, à ce dont il a besoin. Par exemple, une personne stressée, on va lui apprendre des techniques concrètes de respiration, des exercices. Voilà, ça dépend vraiment de la personne, hein. Là, je te donne un exemple. Mais il y Ouais. a un côté très, très, très concret et où la personne peut vraiment pratiquer dans son quotidien. C'est lui donner des clés pour qu'elle puisse elle-même, tous les jours, pratiquer la sophrologie. Mm. Et il y a toute une partie également, pareil, qui est inspirée de l'hypnose. Donc ça, c'est la partie plus visualisation. Donc pendant une séance de sophrologie, c'est pareil, on va vraiment, va y avoir un échange à chaque fois avec la personne. Ensuite, il va y avoir quelques exercices. Le but des exercices, c'est vraiment, parfois c'est symbolique, c'est vraiment toujours axé sur ce que sur l'intention de la personne, sur ce qu'on veut pour elle, sur ce qu'elle a décidé, sur son objectif. Chaque séance est découpée voilà, selon les objectifs de la personne et chaque exercice a toujours une intention en rapport avec l'objectif de la personne. D'accord. Donc, par exemple, c'est-à-dire que c'est comme l'hypnose, il y a des outils, c'est des exercices qui sont inspirés, par exemple, du yoga, c'est des exercices de relaxation dynamique qui Mhm. sont très doux, mais on y met toujours une intention par rapport à la personne et à sa problématique. D'accord. Donc, Un exemple d'exercice justement de relaxation dynamique. bah, par exemple, tout simplement, je te donne un exemple de base, la respiration abdominale. C'est Ok. se connecter à, voilà, il y a la respiration thoracique. Donc là, ça peut être, par exemple, en première séance, faire prendre conscience à la personne qui est stressée que sa respiration est plutôt haute quand elle est stressée Mm. et la connecter à sa respiration abdominale, c'est-à-dire vraiment lui apprendre à ralentir, à ouvrir les poumons vers le bas, sentir que petit à petit, elle se connecte c'est la respiration de la détente, donc elle se connecte à un nouveau style de respiration et c'est la respiration qu'elle a quand elle dort. C'est la Mm. respiration que la personne a eue quand elle était bébé jusqu'à ses 3 ans. Donc, elle connaît cette respiration. Et c'est en fait, là, par exemple, on passe par le corps pour... en fait, on passe par le corps pour calmer le mental
C'est-à-dire qu'on va donner le rythme cardiaque de la détente. Donc, le corps va ressentir cette détente. Au lieu de se dire, faut que je me calme quand je dois parler en réunion et que je suis stressée parce que j'ai le cœur qui bat. Ouais. Un petit peu de cohérence cardiaque. Tu connais la cohérence cardiaque, 5 secondes. Ouais, j'utilise tous les jours. Voilà. Je fais le 3-6-5 du docteur David O'Hare. Et tu vois, donc ça, c'est des petits exercices qui sont invisibles pour les autres. Et c'est juste, en fait, un rappel à soi et c'est se connecter vraiment à ce type d'exercice dans son quotidien pour vraiment, en conscience, se diriger vers un état de mieux-être et vers notre objectif. Et toute la partie visualisation, il y a aussi une partie de connexion avec l'inconscient, comme en hypnose. Donc, où, pareil, on découpe en objectifs pour la personne par séance. Et chaque séance, en fait, il y a toute une partie de visualisation où la personne rentre dans un état de grande relaxation par un scan corporel. Et ensuite, on va, à l'aide de métaphores, à l'aide d'images, à l'aide de connexions à des souvenirs ou à de futurisation, c'est-à-dire dans le futur, c'est ce qu'on fait aussi en hypnose. On va faire un travail avec la personne pour que inconsciemment et consciemment, il commence à y avoir des changements dans sa vie. La sophrologie se veut également, tout comme l'hypnose, très concrète. En fait, on veut que le but, c'est vraiment qu'il se passe des choses dans la vie de la personne et qu'elle se dise « Ah ok, j'ai enlevé mes œillères, là je vois les choses, je commence à voir les choses différemment. » Donc voilà. La prise de conscience et ensuite quels sont les outils en tout cas en faisant des exercices tu vas pouvoir en effet avoir ce déclic mais aussi sur la longueur si je puis dire avoir des résultats sur les objectifs qui ont été fixés en amont. Okay. Et le but c'est vraiment aussi de prendre conscience de son corps, des réactions du corps et parfois il faut parfois passer par le mental, ça ne suffit pas. Il faut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, passer par le corps pour changer l'état d'esprit. Et c'est vraiment une hygiène de vie, en fait. La sophrologie, c'est plus qu'un accompagnement. Tu sais, c'est comme la méditation. Pardon. Je t'en prie. Cette chose-là. Ouais, il y a la théorie polyvagale. Je ne sais pas si ça te parle. Ah non, je ne connais pas du tout. Il y a quelques spécialistes et notamment j'ai eu l'occasion d'avoir Éric Marlien, qui est un ostéopathe et qui a beaucoup travaillé sur. Alors c'est un chercheur, le mec, il est juste brillant et il va vraiment en profondeur pour pouvoir se dire ok, comment ça se fait qu'on somatise, comment je peux faire sauter toutes ces croyances, comment je peux faire sauter aussi tous ces mots, les mots du corps et en fait donc tout ce qui touche à la théorie polyvagale, en fait c'est tout ce qui touche en fait à l'intérieur de notre corps et notamment grâce à on a un nerf, donc le nerf vague, qui est un des nerfs les plus longs de notre corps, qui est connecté à énormément d'organes. Et c'est en travaillant sur ce nerf, donc tel un muscle, plus on l'entraîne, plus en fait on va faire face aux différentes problématiques de notre quotidien. Donc ça va être de la respiration, ça va être la cohérence cardiaque, tu vois, ça va être des douches froides par exemple, ou des bains d'eau glacée. Ça va être des choses. Et du coup, je vois vraiment un parallèle assez prononcé avec la sophrologie. Voilà, et c'est vraiment, c'est ça, c'est comme je te disais, c'est une hygiène de vie, exactement ce que tu décris, c'est que quand on commence à créer de l'espace dans sa vie pour mieux prendre soin de soi, forcément, on va mieux et on a envie de continuer. Et c'est vraiment ça, c'est se reprendre en main et décider de ce qu'on veut chaque jour. Et pour ça, c'est si on sent qu'on a besoin de marcher tous les jours une demi-heure parce que c'est ce qui nous fait nous aère la tête et qu'en même temps on pratique une respiration particulière, allons-y quoi. Voilà, c'est vraiment se connecter à ses besoins et s'écouter quoi. Encore mieux pour aller mieux chaque jour. Ok. Et là, ça me fait penser à la notion de besoin depuis notre échange. C'est comme s'il y avait une jauge de besoins qu'il faut qu'on assouvisse en permanence parce que si on s'oublie, c'est... Dans notre société actuelle, on n'a pas du tout été habitué à se connecter à nos... Enfin, moi, je pense, c'est mon avis personnel, je ne suis pas Dieu, mais je pense qu'on nous a habitués à travailler, à être efficace, à être productif. Et pour ça, on nous a... Enfin, même le système scolaire, en tout cas, là, ça commence à changer, mais
je trouve que se connecter, je sais pas, à l'échange, au bien-être, à l'hygiène corporelle dans le sens le sport, etc., c'est pas forcément ce qui est mis en avant, quoi, la bienveillance, ce genre de choses. Et je pense que pas mal de personnes aujourd'hui sont perdues parce qu'elles ont passé leur vie à correspondre à une case qui n'était pas forcément la leur et qu'elles ont mis de côté leurs besoins. Et peut-être que leurs besoins, c'est aussi d'avoir donné un sens à leur vie, d'être utile ou tout simplement de faire du sport plus régulièrement pour se sentir bien dans leur corps. Hein. C'est pas forcément des choses très métaphysiques. Hein. Et c'est s'autoriser à s'écouter. Et voilà, quand on a un travail, bon bah moi aussi, hein, je me mets dedans. Hein, je suis à mon compte, des enfants en bas âge, donc c'est puis particulièrement voilà quand on est aussi une maman, qu'on travaille, etc. C'est vraiment important de pas s'oublier et de faire des rappels à soi et de se demander voilà est-ce que je vais bien, de quoi j'ai besoin pour aller mieux. Et souvent, en tout cas dans nos métiers d'accompagnant, etc., je pense que c'est important voilà, d'aller bien soi pour mieux s'occuper des autres, que ce soit une famille, que ce soit d'être mieux avec ses amis, dans son travail, quel qu'il soit. Ouais. C'est important d'abord d'être soi, à l'écoute de soi, avant d'être à l'écoute des autres. Sinon, on perd toute notre énergie et on n'est pas efficace. Quand on parle justement... Il y a quelque chose que je dis souvent et que j'ai vraiment ressenti moi-même en tant que pratiquante, voilà, en tant qu'accompagnée, c'est qu'on a parfois l'impression que si on va à son cours de sport ou si on va faire une séance chez un psy ou chez un sophrologue, on va perdre du temps et de l'argent et que c'est pas le bon moment et qu'on a tellement de choses à faire que ce serait du luxe que de faire ça. Mais vraiment, j'ai réalisé que c'est en le faisant qu'on gagne du temps et qu'on gagne de l'argent et qu'on gagne en productivité parce qu'après, on est mieux, on est plus efficace. Et c'est vraiment ça n'a pas de prix. Le temps, s'occuper de soi, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour être encore mieux dans sa vie et être plus efficace au quotidien et se connecter à tout notre potentiel, quoi. Que ce soit en tant que collaborateur, qu'employé, que si on est à son compte ou que parent même. Je parle des parents parce que je suis un peu en plein dedans en ce moment, mais tu vois, c'est quand même important. C'est important de vivre en fait sa vie et pas la subir. Ouais. Exactement. Ah bah ça, c'est hyper important. En fait, on travaille beaucoup avec l'inconscient, mais de remettre de la conscience dans sa vie, dans ce qu'on fait. Ouais. Et pour ça, il faut laisser l'inconscient un petit peu s'exprimer et lui expliquer voilà, comment on veut mieux vivre sa vie. Et ben ouais. Mais c'est vrai que c'est assez fantastique quand tu commences à jouer dans le bon sens du terme entre ton conscient, ton inconscient. Là, en termes de, on va dire, d'outils que toi tu mets au quotidien, quels sont-ils Que ceux que j'utilise, c'est ça ? Ouais, que toi tu utilises. Alors moi déjà, les outils que j'utilise, bah, c'est beaucoup de respiration, la cohérence cardiaque. Okay. Après, je suis vraiment, je me mets pas de pression. C'est-à-dire que j'ai des périodes. Okay. Alors, c'est ça que je dis aussi, c'est qu'on peut pratiquer de la méditation pendant 3 mois, de la méditation pleine conscience 20 minutes par jour, et après, ne plus le faire parce qu'on n'en a plus besoin, et puis 1 mois après, faire de la cohérence cardiaque, et puis pendant 6 mois, aller au sport toutes les 2 fois par semaine, quoi. Je veux dire, ce qui est important, c'est toujours de se connecter aussi à ce qui nous fait du bien et ce qui nous donne aussi du plaisir, je pense. Donc moi, effectivement, tout ce qui est respiration, cohérence cardiaque, enfin toutes les techniques de respiration, j'adore. Au moment de s'endormir, voilà, dès que je sens que le mental est trop envahissant, j'aime vraiment pratiquer tout ce qui est méditation pleine conscience. Ok. Yes. Tu utilises une application particulière ou... Non, moi je le fais chez moi toute seule. Mais oui, il y a plein d'applications Petit Bambou. Je crois que c'est... Qui est une des plus connues en tout cas en France. Ouais. Qui est une des plus connues en France. Moi, j'avais fait un protocole de MBSR. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé
voilà, dès que j'ai un petit peu de temps, c'est-à-dire dès que je n'ai plus d'enfants en très bas âge, enfin, c'est-à-dire dès Ouais. qu'ils ont un peu grandi, je pense que je m'intéresserai à passer, voilà, le le diplôme d'instructeur parce que la pleine conscience pour moi, c'est tellement facile d'accès, évident et Mmh. en même temps, incroyable quoi comme outil que voilà. Ouais. Et ensuite, bah, j'utilise, bah, régulièrement, des techniques de sophrologie, voilà, selon mes besoins. J'utilise aussi, avant mes séances, ça c'est ma sophrologue, Nathalie Saulnier qui m'avait appris cette technique d'énergétique, de tapotement qui peut ressembler un peu à de l'EFT, Ouais. mais qui vraiment, avant chaque séance, c'est vraiment des mouvements, tu vois? Là, je fais OK. ça parce que il y a des mouvements Ouais. croisés aussi. C'est vraiment une série de mouvements. C'est comme un rituel Mmh. que je fais avant chaque séance et qui me voilà, qui me centre et Qui qui me t'ancre, protège, ouais. qui m'ancre. Donc ça, c'est un petit peu, du sur-mesure, c'est de l'énergétique et Ouais. après moi voilà, je vais voir, voilà, ma Nathalie Saulnier qui est une sophrologue que j'adore. Je Ouais. vais Tu es voir, sur Paris ou, ouais, qui est ouais, sur tu es Paris. sur Paris? D'accord, OK. Là, je fais, j'ai rencontré dans mon quartier une praticienne en hypnose et en reiki, Mmh. Anne-Sophie Jung. Je sais pas si je prononce bien son nom, mais là, j'ai fait du reiki pour la première fois, j'ai adoré. Enfin, j'aime bien Ouais. aussi tester des choses, même aller voir, d'autres pratiques et je trouve que c'est important quand on est Mmh. accompagnant aussi de toujours rester, attentif à soi et de rester ouvert aux autres pratiques et à tester tout Je ce qu'on peut suis, je tester. suis, je suis complètement en phase. Tu vois, il y a de cela un mois et demi, j'ai testé voilà, avec un maître praticien Reiki Ah génial! qui est aussi énergéticien et chaman. Donc, il a fait un truc un peu à sa sauce et c'était assez marrant. Bon, ça va, il a vu que j'avais pas que j'étais plutôt bien équilibré, on va dire, même s'il y avait des petits trous énergétiques qu'il Ah avait ouais, pu voir. Donc, du coup, il a rééquilibré ça. C'est assez fantastique en mettant juste ses mains. En fait, ça mais permet c'est incroyable. En de fait, voir ça. l'énergétique, je pense que c'est en train aussi de prendre de plus en plus, de place. Enfin, j'ai l'impression que c'est un sujet, Mmh. il y a des sujets comme ça parfois qui émergent et c'est tellement intéressant, et c'est une manière différente de travailler où on passe pas par la parole Mmh. et Ouais. c'est hyper intéressant aussi. Ouais, et ce qu'il me disait, parce qu'il a un de ses meilleurs amis qui est chercheur au CNRS apparemment, et du coup, ils ont fait des tests. Et du coup, ils ont pris une personne donc avant la séance, et puis une personne après la séance. Et en effet, ces fameux trous énergétiques sur le corps, on pouvait les voir parce qu'il y avait des températures très basses à certains endroits du corps. Ah, c'est Et, incroyable. et à l'issue, en effet, de cette séance, ben, en fait, tout était harmonisé et la température du corps avait augmenté. Il n'y avait plus ces trous énergétiques. J'adore. Et donc, lui, en plus de ça, cette personne-là, bon, c'est quelqu'un qui a eu un gros cabinet dans l'intelligence économique, donc quelqu'un de très cartésien, et qui a basculé dans le Reiki parce que, ben voilà, il a été happé par, ben voilà, par ça. Il a rencontré quelqu'un qui a fait qu'il a aimé. Et puis maintenant, bon, il est maître Reiki à son compte. Et donc, du coup, voilà, il dit, voilà, je fais des choses, je sais pas franchement toujours comment ça se fait que ça fonctionne comme ça, Ah mais, mais euh, mais après, ce que c'est ouais. dingue. Ce que tu dis là, ça me parle beaucoup parce que, moi-même, sans vouloir, moi je suis aussi très cartésienne, je suis très pratique, je suis pas non, je suis pas du tout, très pratique, c'est faux, mais je suis très cartésienne, hein. C'est-à-dire Ouais. que je suis pas forcément dans tout ce qui est, enfin trop, ouverture dans le sens, les vies antérieures, les anges, les choses comme ça. Mais Mm. bon, je suis quand même ouverte, moi, quand je pratique, hein, mais c'est pas forcément, le genre de choses, que j'utilise moi, de langage que j'utilise. Mais c'est vrai que parfois, je sais pas comment, j'ai des images, pendant les séances qui me viennent ou des sensations par rapport à la personne que j'accompagne et maintenant aujourd'hui, j'accueille ça. Je Mm. sais pas comment ça marche ni d'où ça vient, si c'est explicable par la science ou voilà, mais je partage avec la personne mon ressenti parce que maintenant je suis plus à l'aise pour le faire et que j'estime que voilà, si et souvent c'est juste, quoi. Ouais. Et parfois c'est, c'est parfois un peu fou même. Donc je sais pas comment ça se fait, ni d'où ça vient, ni, voilà, si les les idées se transmettent, les images ou Mm. et parfois je sais pas comment ça marche. Parfois moi-même je fais une séance
il y a une telle connexion avec la personne que même je ressens, en fait, l'émotion de Ouais. la personne et je me dis: «Non, mais là, je sens que ça monte et ça monte chez la personne et ça monte chez moi» et c'est un petit peu comme si, bah, j'arrivais à me connecter vraiment à quelque chose de plus grand que ce qu'on que, que tout ce qu'on peut nous expliquer. Et Mmh. pourtant, je suis une personne, je pense, vraiment reliée Mmh. à la vie quotidienne. Je suis vraiment, Ouais. je suis Un très, côté très terrien et puis aussi ce lâcher prise que tu t'autorises. mm, Et du coup, sans transition aucune, ouais, lâcher prise, tu as écrit un bouquin qui s'appelait Le Petit Livre du Lâcher Prise, oui. qui cartonne. C'est quoi le lâcher prise pour toi? Alors, ce que je dis, c'est que c'est vraiment un terme à la mode, donc c'est un petit peu compliqué à définir. Mais pour moi, le lâcher prise, c'est tout simplement accepter qu'on ne peut pas contrôler les événements extérieurs, Mmh. mais c'est en revanche reprendre son propre pouvoir et dans le sens accueillir ce qui se passe en nous. Ouais. Et c'est pas, pour moi, c'est pas en étant contre les émotions qui nous traversent, en essayant de les combattre, qu'on peut se connecter à tout ça. C'est vraiment en accueillant les émotions, en se connaissant mieux, en les laissant nous traverser, en se connaissant, en ayant conscience de comment on fonctionne, qu'on peut tout simplement, je vois vraiment ça comme cette fameuse image, je sais que peut-être on nous rabâche, mais voilà, c'est comme si, il y avait les vagues, c'est les vagues de la vie, c'est les obstacles et puis, bah, soit on se laisse complètement, chambouler par les vagues ou soit on essaye absolument de tout contrôler et du coup, on met encore plus de pression et on se fait encore plus emporter par la vague. Ouais. Soit on décide de surfer dessus, soit on décide de faire en souplesse, de tout simplement de reculer si on n'a pas envie de se la prendre en pleine tronche, mais au moins de la voir arriver Ouais. et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, adopter pour moi le lâcher prise, c'est la souplesse. C'est adopter de la souplesse, mais émotionnelle, de la souplesse, dans sa vie quoi, de tous les jours et c'est en fait l'image du lâcher prise, c'est quand on tient quelque chose, on l'a prise, on tient quelque chose avec sa main et c'est se dire: «OK, je lâche quoi». Je lâche avec, mon besoin absolument de contrôle, je lâche avec, l'idée que, il faut absolument être parfait, qu'il faut se comparer, que les autres sont meilleurs que moi et pour ça, effectivement, parfois, c'est un travail en profondeur. C'est se demander, qu'est-ce que je recherche? Pourquoi je m'aime pas? Pourquoi je veux absolument, pourquoi je trouve que je suis nulle? Mmh. Et pourquoi je me fais du mal chaque jour, à avoir des pensées négatives? Enfin, pour moi, vraiment, le lâcher prise, c'est s'écouter, s'autoriser à être soi, accueillir ses émotions et se dire que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, la vie, c'est un jeu vidéo. Ouais. Il y a des niveaux, il y a des obstacles, il y a même des monstres. Donc, qu'est-ce qu'on en C'est fait? vrai. En fait, c'est juste, voilà, savoir qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour passer les niveaux et avoir la vie qu'on veut. Yes, ben, moi généralement quand je parle de lâcher prise, j'aime bien évoquer Tarzan, tu vois, on reste dans les films où tu vois, il passe de liane en liane et mine de rien, il est avec sa liane, il lâche sa liane pour aller à une autre liane Ouais, et c'est ça, c'est la généralement en fait, il y a un souplesse. espace entre les Ouais, deux où en fait, il touche et rien, il est dans le vide mais tu la confiance, quoi, et ouais, qu'il ouais, doit ouais. ressentir pour oser faire ça, être parfois en plein danger, quoi. Et exactement. Et c'est justement bah, parce que tu lâches prise que bah, il y a des choses merveilleuses de la vie qui arrivent, qui Ouais, déboulent. voilà. Il faut. Lâcher prise, c'est aussi s'autoriser à sortir de sa zone de confort, quoi. Hmm. C'est lâcher prise avec la sécurité, peut-être aussi, de temps en temps, se demander, Ouais. voilà, est-ce que, enfin, tu connais je sais pas si c'est une légende ou une histoire, de la grenouille, Dans- dans l'eau bouillante, elle est Ah, où? je la connais, mais tu peux la dire à nos auditeurs. Je pense pas que je l'ai sortie celle-ci encore. D'ailleurs, c'est Ouais. mon amie, Chloé Turgis, qui est aussi, sophrologue et hypnothérapeute à Caen, qui a écrit un livre sur, «Étendez votre zone de confort», je crois et elle parle de cette, grenouille. Ok. C'est, Il y a bah, un livre américain aussi. Alors je sais plus. Alors je vois je crois que je l'ai écouté ce livre il y a quelques ouais, années, où justement d'ailleurs tu vois vraiment une marmite avec une grenouille dedans et puis le timing
C'est pas très cool comme image, mais c'est tellement Mais ça. ouais. C'est enfin, en fait, c'est que la grenouille, tant qu'elle est dans de l'eau chaude, elle est confortable, etc. C'est super. Mm. Et puis, au fur et à mesure où on augmente la température de l'eau, bah, elle s'en rend pas compte. Mm. Et en fait, le piège se referme sur elle dans sa propre zone de confort, puisque bah, à la fin, c'est ça. Euh, Ouais. je sais pas comment expliquer cette histoire un peu sordide, Ouais, mais mais en fait, moi, alors, c'est vrai que moi, j'ai directement les images, tu vois. Et du coup, en voilà, fait, vas-y alors. faut imaginer une grosse casserole ou voilà, une casserole que l'on met sur le feu. Et dedans, on met, donc même avant de mettre le feu, on met une grenouille. Donc, la grenouille est dans une température, je sais pas, dans une eau à 10 degrés, par exemple. Et plus bien, on commence à mettre le feu, et donc, petit à petit, l'eau commence à chauffer. Donc voilà, on passe de 10, 11, 12, 13, 15, 16 degrés, puis on augmente. Et la grenouille se sent on va dire de mieux en mieux jusqu'à un certain niveau où au contraire, Elle brûle. vu que la température est trop élevée, elle va mourir. C'est Et horrible. Mais c'est tu vois, horrible en c'est une belle effet. métaphore de la vie, quoi. Mais c'est exactement ça, mais Quand t'imagines? on est dans quelque chose de confortable et que bon, on accepte de pas s'écouter forcément et de continuer, de continuer, de continuer. Puis un jour, on fait un burn-out, tu vois. Et ouais. C'est Ben ça. c'est ça, c'est Ouais, ça, c'est ça. c'est D'un des coup. rappels. Ouais. Et certains, malheureusement, vont jusqu'au bout du bout, quoi. Et alors, Mais alors justement, l'idée, le burn-out, ou les pré-burn-out, ou en tout cas les premiers symptômes, voilà, c'est se dire, ok, là, je suis peut-être un peu trop dans le rouge, la température est un peu trop élevée. ouais, qu'est-ce que je fais Comme, là? Je ouais, continue ou je mets un pas de côté et j'essaye de, de voir comment ça se passe et comment je peux, voilà, ouais. baisser Et, cette température. ben ouais, Pour et changer toi de qui, casserole, je veux dire. on peut changer de casserole, Dans exactement. une mare. Qu'est-ce qu'elle Et ouais, fout dans une casserole, cette grenouille, en vrai, quoi? C'est ça le exactement. problème, en vrai. Mais c'est franchement, ouais, des fois on ne sait pas. Alors, on a voulu faire plaisir à nos parents, on a voulu faire plaisir à notre Ou, conjoint ouais, ou ou on autre. a voulu rassurer ce sentiment qu'on a besoin de rassurer en nous de sécurité. Aussi, ouais. Ouais. Voilà, ce qui est tout à fait normal et humain, où on a besoin de reconnaissance ou d'amour, ou voilà, qu'on se dit que si on est dans un schéma comme ça, bah, on sera reconnu, on s'aime plus, mais bon, ça Mhm. brûle, quoi. Ça brûle. Donc du coup, faut faire gaffe, quoi. Hein. Mm. Et, et puis il faut C'est ça. bouger. Pas très joyeux Euh, comme image, mais et du coup, toi qui es très pratico-pratique, mine de rien, dans tes bouquins, en termes de lâcher prise, là, s'il y avait un outil voilà, qui permet de faire ouais, moi je suis dans une approche souvent 80-20, c'est 20% des actions qui m'apportent 80% de résultats. Si tu avais voilà, 20% d'actions qui te permettraient d'avoir 80% de résultats pour obtenir plus de lâcher prise, ça serait quoi? bah, ce serait, je vais te parler en général, hein, Ouais, ce serait de prendre du temps pour soi chaque jour. ouais, ok. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, sortir de l'action, Mhm. du faire pour être, juste vivre. Et pour ça, après, ça peut être faire quelques étirements, faire des exercices, par exemple, pour relâcher les tensions. Il y a Mhm. l'exercice par exemple, des sauts, qui est un exercice très concret où voilà, on est debout, on va contracter ses épaules comme si on avait deux seaux. Tu vois, c'est toujours des images comme ça, la sophrologie. Deux Yes. seaux, deux valises au bout des bras, et puis on inspire debout, on bloque la respiration, et c'est comme si, voilà, on pompe. Ça s'appelle le pompage des épaules, le vrai nom de l'école D'accord, de que j'ai fait. l'exercice. Et on va Ok. comme ça, en rétention d'air, pomper toutes les tensions et relâcher en soufflant fort. Et c'est juste faire que quelques exercices comme ça chaque jour, comme on l'a dit, la cohérence cardiaque, ce genre de choses, Mhm. pour revenir à soi. Et tout simplement lâcher prise avec le faire Mhm. Et et, je suis. et juste être. Et c'est peut-être, voilà, lâcher prise avec... lâcher prise, c'est se demander qu'est-ce qui est vraiment important. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'en peux plus du bazar chez moi, quand je suis fatiguée, quand
je trouve, d'ailleurs, je crois que je mets cet exemple dans mon petit livre, c'est que je comprends pas le coup des chaussettes qui traînent toujours dans la chambre, enfin des choses comme ça, je comprends pas quoi. C'est de mon conjoint, hein, Ok, un ça gros bisou marche. à lui, s'il Bon, m'écoute. ben, on l'embrasse. C'est juste se demander, voilà, en fait là, je suis énervée pour ça, mais au moment où je vais mourir, est-ce que Ouais. ça, ce sera important? Qu'est-ce que Mm. j'aimerais me dire dans ma vie? C'est vraiment prendre du recul pour se dire, toutes ces petites choses du quotidien, est-ce que c'est vraiment ça qui va me marquer? Est-ce que j'ai envie de me dire dans ma vie que c'était toujours hyper bien rangé chez moi? Avec ce qui n'est pas vraiment possible en ce moment, mais du coup, je me dis: «Bah, non», même si, chaque jour j'ai besoin que ce soit quand même, fait pour être bien. Je respecte Mm. aussi ça, mais est-ce que voilà, cette émotion-là d'agacement, elle vient d'où? Est-ce que je suis pas fatiguée? Est-ce que, c'est pas ça, en fait, mon vrai problème? Est-ce que j'ai pas besoin juste d'aller m'enfermer, de respirer cinq minutes et de revenir pour être mieux? C'est ça aussi. Mm. Et et je me dis souvent: «Est-ce que, mes enfants, se souviendront, plus tard, voilà, de comment, ils ont eu» bon, je suis pour, hein, les repas équilibrés, mais où est-ce qu'ils se souviendront des bons moments qu'on a passés, du fait que je venais les chercher à l'école plus tôt parce que, peut-être que à une époque, je gagnais moins d'argent, mais que je venais les chercher plus tôt à l'école, et c'est ça, en fait, c'est créer, qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace? Qu'est-ce qu'on veut laisser? Enfin, c'est vraiment une philosophie de vie, quoi, le lâcher prise. C'est se dire: Ouais. «Qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que ce combat que je mène là, il est pas en train de m'épuiser? Mm. Et est-ce que c'est un combat qui en vaut le coup? Est-ce que c'est connecté à mes valeurs? Et pourquoi je suis en colère? Est-ce que je suis pas fatiguée? Et Mm. pourquoi j'ai peur? J'ai peur de quoi en fait?» Souvent, bah, en vrai, au fond, j'ai peur de voilà, les peurs ancestrales, hein. J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de mourir, j'ai peur de 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 manquer. Enfin, toutes ces peurs, ancestrales qui finalement, quand on creuse, sont souvent là. Voilà. Donc, Mm. pour lâcher prise, c'est vraiment, voilà, se prendre du recul aussi, d'une façon ou d'une autre pour se demander: où est-ce que j'en suis?» Je souffle, et là, c'est quoi en fait ma priorité? Et pourquoi, et quelle est mon émotion? Voilà. Mm. Ok, Et ok, après, c'est ça un marche. entretien quotidien effectivement d'exercices de connexion à soi. Il y a tellement de choses en fait à faire pour aller mieux et lâcher prise, quoi. Ouais. Mais en tout cas, je vois toujours la dynamique, en effet, psychologique, mais également physiologique. Ouais. Et travailler sur son corps, ben, comme tu l'as très bien dit en sophrologie, est hyper importante. Et puis cette connexion avec on va dire l'esprit, ou en tout cas voilà, le mental derrière. Mmh. Donc la connexion est hyper importante. Ok, bah merci pour ces partages. Le petit livre de l'intuition. Bon, l'intuition, tout le monde dit que c'est bien, mais au final, déjà, c'est quoi l'intuition, et comment on peut le développer? Et parce que tu vois, on se rend compte, tant avec des sportifs de haut niveau, ou même Mmh. des chefs d'entreprise. Moi, j'adore lire des biographies de chefs d'entreprise, tu vois, par exemple. Et je me rends compte que, voilà, des Richard Branson, des Jeff Bezos, donc Richard Branson, patron de Virgin, Jeff Bezos, Amazon, Steve Jobs, c'est Apple. Ils avaient quand même des intuitions assez fortes. Ils ressentent des choses. Ils sont hyper connectés, à leur entreprise. Et puis avec tout ce qui gravite autour. Et mine de rien, des fois, il y a des choses, il y a des opportunités. Leur intuition leur dit d'aller dans cette zone. Et donc, du coup, ils y vont. Et puis, ça déclenche tout ce qu'il y a besoin de déclencher derrière. Donc voilà, c'est quoi l'intuition? Et puis comment on développe tout ça? Alors pour moi, l'intuition, c'est quelque chose qui est impalpable, et Mhm. c'est tout simplement, se sortir des considérations, encore une fois, du mental et de ce qu'il est possible de faire ou ce qu'il faut penser. C'est sortir du «il faut» ou «je dois», et c'est se connecter vraiment à son corps. En fait, l'intuition, elle va court-circuiter le mental. Ok. Parfois, on rentre dans un lieu où on rencontre une personne et tout de suite, on s'y sent bien. Ou tout de suite, on va se dire: «Ah, cette personne est très sympa, mais je la sens pas». C'est pas du tout ce que je me suis dit en te voyant, hein, je précise. Merci. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous, et alors attention, il faut toujours, bien, c'est ça, faire la différence entre l'intuition et la peur. Parce que pour moi, il peut y avoir des confusions parfois.
Mais Et vraiment, du coup, c'est quoi, du coup, pour toi, la différence entre intuition et peur? bah, c'est que la peur, en fait, parfois, enfin, qui d'ailleurs vient finalement de la raison aussi ou de l'émotion, elle peut vraiment nous empêcher de nous connecter à l'intuition Mmh. et nous envoyer un faux message. Parfois, par peur de ne pas y arriver ou par peur d'y aller, Ouais. on va pas se connecter à son intuition, au contraire. Donc la peur, en fait, elle va brouiller le message de l'intuition. Mmh. L'intuition, en fait, c'est vraiment, quand je te disais tout à l'heure, quand je suivais des cours d'hypnose dans ma super école, l'Arche, et ben j'en avais des frissons, tu Ah, vois. OK. Ça, c'est pour moi, c'est de l'intuition. C'est ça me fait vibrer. Il y a quelque chose qui est en dehors du mental et qui vient me dire que là, je suis à ma place, qu'il se passe quelque chose en moi de vraiment intuitif. Je dirais presque d'animal. Mmh. C'est-à-dire l'intuition, c'est l'animal en fait qui va sentir, qui va tout de suite s'immobiliser alors que il n'entend pas encore forcément son prédateur, mais qui va avoir l'intuition avant qu'il se passe quelque chose, qu'il va se passer quelque chose. Ouais. Après, c'est aussi l'intuition, c'est-à-dire qu'on a tellement aussi parfois les schémas, les patterns qui sont écrits en nous, qu'on sait parfois à l'avance aussi ce qui peut se passer. Mmh. Pour moi, c'est un mélange de ça et de se connecter à son corps et à ses ressentis. OK. Tu vois, parfois on arrive, comme je le disais, moi je suis hyper attentive à ça maintenant, quand tu visites, je sais pas, un appart, et il a beau répondre à tous les critères sur le papier, mais il y a quelque chose qui le fait pas. C'est-à-dire tu le Mmh. sens pas. Bah, pour moi maintenant, c'est vraiment se faire confiance et écouter ça. OK. Si ça le fait pas, c'est que ça le fait pas. Enfin, je pense qu'il y a une question de se permettre de s'ouvrir à plus grand. Mmh. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais on le ressent en nous. Et dans ce que tu dis, c'est vraiment dans tous ces chefs d'entreprise qui en fait ils ont été innovants. Il y a vraiment une question, je pense, effectivement, de capter, de ressentir, d'ouvrir la créativité et de se faire confiance aussi. Mmh. Parce que souvent, quand on est une personne comme ça, qui va être innovante, eh ben, on va se heurter forcément peut-être à la critique du mental, à ce qu'il n'est pas possible de faire, au non, bah non, en fait, c'est pas le moment, ou qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça marchera jamais. Mais c'est vraiment être confiant dans ce qu'on ressent et dans l'idée qu'on a. Et c'est aussi de laisser Mmh. l'idée avoir l'opportunité d'émerger. Donc Mmh. pour ça, il faut vraiment, bah, je pense, hein, encore une fois, se connecter à soi, laisser, voilà, avoir confiance en ses ressentis. Et Mmh. c'est si on laisse cet espace exister en soi, un petit peu chaque jour, qu'on laisse cette créativité, qu'on la cultive en fait, qu'on est curieux, qu'on se renseigne, qu'on sent les choses arriver, qu'on a Ouais. toujours un coup d'avance en fait. Les personnes visionnaires, c'est vraiment ça, en fait, elles ont un coup d'avance quoi, elles savent déjà ce qui va se Ouais. passer après, tu vois? Et c'est ça qui est génial avec elles, c'est incroyable. Ça me fait penser à quelque chose. Tu parlais animal et coup d'avance. Je crois que c'était le tsunami en 2006. C'était 2006, hein, le tsunami, je me souviens. Je sais plus l'année exacte, mais oui, ça devait Dans, être dans, si c'était pas un peu plus tard, non? Bon, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, c'était mais en tout cas, avant les années on parle, 2010. oui. Et en fait, j'ai une copine, Indiana, qui a vécu en fait le tsunami. Ah ouais, Et donc, elle nous expliquait, donc elle était à Phuket, donc en Thaïlande, elle et a senti avant. mais en fait, elle l'a pas forcément senti. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que 20 minutes, une demi-heure avant que le tsunami, on va dire, débarque sur les côtes, en fait, il y a eu des cris d'animaux. Les animaux sont tous partis. Donc, en gros, c'était assez hallucinant de voir plein d'oiseaux, on va dire, partir dans les terres. Et, Ouais, euh, et donc ça, elle avant avait capté. ouais. Et c'était avant que le tsunami arrive. Et ça, c'est dingue, tu vois. Mais c'est incroyable, parfois on sent qu'il y a quelque chose, tu sais, parfois si tu rentres dans une pièce fermée où des personnes se sont disputées, où il y a une mauvaise ambiance, où je sais pas, il y a une mauvaise relation entre 2 personnes, c'est un petit peu comme si c'était dans l'air aussi. Tu Ouais, sais? Comme si tu es attentif à ça, tu peux, après c'est vraiment une question d'ouverture, hein, bien justement, sûr. d'ouverture à tout ça, mais
Je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui peuvent se sentir Mmh. par l'intuition. Et l'intuition se cultive, hein, comme vraiment comme un jardin, quoi. C'est-à-dire, faut l'aimer, faut lui faire confiance, la Mmh. chouchouter, voilà. Ouais, lui faire confiance, donc c'est-à-dire qu'il faut que nous, on ait confiance en Ouais, nous, bien sûr. du Ah bah coup. oui, Et du coup, je pense qu'il y a même quelque chose même d'énergétique, hein, exactement. je pense profondément, parce que tu ressens les énergies des gens, si elles sont plutôt hautes et Exactement. positives, ou basses et négatives. C'est ça. Et donc, en fonction de ça, tu vas orienter ton discours, ou orienter tout simplement ta position, Bah, ou tout à partir fait. directement, quoi. Ah, je suis totalement, d'accord avec ça. Donc, ok, ça fait sens avec le lâcher prise aussi. Donc, en Ouais. gros, tous tes bouquins sont connectés, là. Ah bah, voilà, tu vois, tout est logique. Ouais, tout est logique. Je vois le côté cartésien en toi. Bon, mais voilà, on a vu l'intérêt de le développer. Encore une fois, quand on le développe, ben, on va sur les solutions du lâcher prise, sur la confiance en soi, Mmh. sur apprendre à se connecter avec soi-même. Ouais, bon, ben, en tout cas, il y a des sujets encore passionnants. Et bon, l'heure tourne, donc du coup, je vais essayer d'aller sur d'autres questions que j'aimerais te poser. OK. Question, on va dire, assez classique dans ce podcast, mais que j'aime beaucoup poser à mes invités. C'est quelle est une journée type, s'il y a une sorte de pseudo-journée type, Oui. d'Émilie Pernet? Eh bien, ma journée type, je me lève, je m'occupe de mes enfants, Ouais. je les dépose, mes 2 filles, à l'école et à la crèche. Ensuite, ce que j'aime bien, moi, c'est vraiment, prendre un petit temps, si c'est Mhm. possible, si j'ai pas de séance directement, c'est vraiment prendre un petit temps, voilà, pour, me poser, quelques minutes, me recentrer, tout ça. Soit je travaille à l'écrit, c'est-à-dire je vais m'occuper, de mes factures, de mes réseaux sociaux ou encore, de mes livres si j'écris. Voilà, j'ai des séances en fait, que je vais donner, donc là je suis dans un nouveau lieu, tout petit mais qui m'appartient. Je suis trop contente depuis, cette semaine. Cool, Donc je vais trop dans mon bien. cabinet, ouais, qui est donc à Paris dans le 19e, je précise Ok, Paris, qui est, d'accord. j'ai Non, ce mais on luxe. mettra de toute façon toutes les coordonnées, tous les liens dans les notes du Pas ça podcast, pour donc faire de la tu voudras. promo, hein, je dis ça pour, montrer que pour moi le 19e ça peut être dans d'autres villes, hein, maintenant, j'en suis bien rendu compte Ouais. Non, mais et tu sais que qu'il y a des Québécois, il y a des Canadiens, il y a même ah des, il génial! y a des gens un peu partout de francophonie qui nous écoutent, des Africains également. Donc quand Bonjour on à voit la tous. carte, c'est assez génial de voir d'où Ah tout le monde vient. génial Ouais. et donc j'ai ce luxe, de travailler à 10 minutes à pied de chez moi. Pour Ouais, moi, trop ça, cool. c'est un vrai luxe. Ouais. Donc je suis hyper contente de ça. Donc je vais à mon cabinet, je prépare en fait toujours un petit peu, voilà, je me prépare avant les séances, je prépare ma journée, un petit peu le planning de ma journée et puis, voilà, je vais faire mes petits exercices, énergétiques et cetera et je reçois, les personnes qui viennent me voir. Moi, je dis mes clients. Je Ouais. sais que c'est pas très heureux, mais c'est le cas, hein. Je suis pas Ouais. médecin, donc j'utilise ce terme-là. J'essaye toujours, maintenant qu'il y ait des petites pauses entre les séances. Mhm. Et j'essaye aussi d'organiser, si possible, des petites pauses aussi pour pouvoir un petit peu, écrire, et cetera Ok. et quand je Écrire par rapport à tes bouquins, ou ouais, écrire pour toi-même, alors, pour bah, sortir j'écris quelque chose, ou... j'écris par rapport à surtout par rapport à mes livres. Mhm. J'ai aussi en fait, j'ai encore des contrats, avec, certains de mes clients que j'avais en édito, donc je travaille toujours, de temps en temps pour, une association, la Odyssea contre le cancer du sein. Donc Ok. j'écris encore leur newsletter, des petites choses comme ça. J'ai aussi un autre client, j'en ai de moins en moins parce que je laisse vraiment de plus en plus de place à l'accompagnement, hein. C'est vraiment ce qui me voilà, Qui c'est t'anime. devenu, voilà, 90 de mon temps Ok. et oui, je peux aussi écrire par rapport à mes séances, tu sais? Mhm. Parfois, j'ai besoin de poser un peu plus de choses. D'ailleurs, pendant les séances, j'ai toujours mon petit carnet, je prends des notes, mais c'est plus des mots-clés Ok. que des impressions. Donc parfois, j'ai besoin un petit peu d'écrire, sur les séances, sur les personnes. Puis j'aime bien aussi parfois tout simplement me poser, m'allonger sur ma méridienne et en fait, enfin réfléchir, enfin laisser, les pensées passer, voilà réfléchir. En fait, j'aime bien penser aussi à mes clients et mes clientes entre les séances un petit peu. Ouais. J'aime bien me connecter à eux en fait, mais sans enfin c'est un petit peu, bizarre, mais
un petit peu de façon inconsciente pour me dire, OK, alors là, cette personne, j'aime bien un peu me prendre la tête, un peu comme quand tu regardes une série, encore une Ouais. fois, ou que tu lis un livre et puis que tu repenses entre les épisodes à ce qui s'est passé, à comment tu t'es Mmh. senti, à ce que tu penses qu'il va se passer. Voilà. Mmh. Ouais, donc tu vis Voilà. vraiment le truc, ouais. 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 Après, bah, voilà, à la fin de la journée, vraiment mes journées se ressemblent pas. Par exemple, le mardi, je vais pas à mon cabinet le mardi, je fais que de la visio et je vais au sport. Enfin, c'est une journée particulière. Mmh. C'est aussi important pour moi. Là, j'ai décidé que le mercredi après-midi, bah, comme voilà, je m'occupe de mes enfants et j'ai décidé, de donner des séances que le matin parce que voilà, c'est comme ça pendant quelques temps. Ouais. Donc chaque journée ne se ressemble pas, mais je dirais que c'est vraiment un mélange de ça quoi, de séances, de temps de repos pour, aussi digérer tout ça, Ouais. d'attention à soi, d'écriture et après à partir du moment où je passe le seuil, de mon appartement, le soir, bah, j'aime bien, vraiment être dans la vraie vie. Enfin, j'aime bien être dans le quotidien, dans des considérations vraiment, ne pas me prendre la tête. Enfin, déjà que je me prends assez la tête, parce que j'ai ma deuxième fille qui a quand même 2 ans, donc on est en pleine période du non, voilà, la OK. grande période du non, de je m'affirme et de je fais des colères. Donc OK. voilà, j'aime bien aussi ce côté très concret, Mmh. que j'ai, avec ma famille, en fait. Ouais. Et ça me fait du bien, en fait, d'être dans des histoires d'école, voilà, toutes ces de me reconnecter, à toute cette légèreté, qu'il peut y avoir dans Dans ma le dans mon quotidien. foyer. Je suis très heureuse aussi, c'est vrai, hein, de rentrer chez moi le soir, en ce moment et je sais pas, de passer des soirées en famille. C'est vraiment basique, mais j'avais une amie, là, avec qui je suis allée au restaurant, il y a pas longtemps, qui m'a demandé, si je sortais beaucoup et c'est vrai que depuis quelque temps, alors je sais pas si c'est les confinements, le Mmh. fait, d'avoir, un enfant en très bas âge, mais je sors beaucoup moins le soir et c'est vrai que quand on est une personne assez sensible, voilà, moi je pense que clairement, j'ai ce truc-là, d'être, très empathique et très sensible et cetera. J'ai vraiment besoin de solitude aussi, de calme et de Mmh. me réénergiser et d'être un petit peu dans un cocon. Ouais. J'aime beaucoup ma famille, mes amis, voilà, c'est important pour moi de me ressourcer aussi et voilà, je ne suis plus, la grande fêtarde que je pouvais être il y a 10 ans. Mais voilà, c'est pour moi des choses de base qui sont très, très importantes. Mmh. Ouais, il y a des moments pour tout, hein, de toute manière, là-dessus. OK. Mmh mh. OK, avant d'aller sur les dernières questions, j'ai une question sur la partie écriture de bouquin. Toi, tu as des rituels particuliers? Tu te mets 1 heure, une demi Ouais, heure, 2 exactement. heures? Comment ça se passe? Et bah, tout ça s'est construit avec la pratique et avec Ouais. le temps, parce que c'est vrai que je pense qu'au début, on ne sait pas trop comment on va Mmh. faire, quels vont être nos rituels. On apprend à se connaître et en fait, moi, j'écris le matin. OK. C'est le matin, vraiment, je sais que, bah, entre 9 et 11 heures, c'est parfait Mmh. et que c'est le moment où je vais être la plus efficace pour écrire OK. et Donc là, il est entre 9 heures, il est 11h05, donc donc c'est parfait. c'est 11h05. Ouais, il est 11h05. Bon là, ça commence à être dans le dur. Ah oui, ça y est, là, on va commencer à décliner, là, vu l'heure C'est qu'il ça. est. Donc du coup, c'est vraiment, cette heure-là. Je sais que c'est le meilleur moment pour moi pour écrire, qu'il faut que Mmh. ce soit vraiment régulier. Quand j'ai un livre à écrire, j'essaye vraiment de le faire tous les jours et bien sûr que parfois quand, j'ai plus de contenu à faire, bah, j'écris aussi, l'après-midi et cetera, hein. Mais pour moi, c'est vraiment le meilleur moment quand j'ai le temps, voilà, c'est à ce moment-là et je me donne en fait, des objectifs à chaque fois. J'y vais vraiment petit à petit. Je me dis: «Bah là, aujourd'hui j'écris, 7 000 signes». Voilà et c'est vraiment construire brique à brique, le livre et j'y OK. pense un peu tout le temps. C'est-à-dire que, quand j'écris un livre, eh ben, c'est un peu comme quand on est enceinte, on est tout le temps enceinte. Bah, je suis tout le temps avec le livre, même si, j'y pense pas, je suis pas connectée à lui tout le temps, mais il fait quand même partie de moi tout le temps. J'aime bien trouver des solutions, me dire: «OK, là, je vais parler de ça, j'espère que ça va plaire. Après je vais l'amener comme ça, je vais donner tel exemple». Mmh. Voilà, ça c'est Ouais. vraiment quelque chose qui m'anime et qui me plaît, en fait. C'est un peu comme trouver pour moi des solutions, à des questions. Ouais.
Ouais, ouais, il est en toile de fond en permanence et puis hop, il y a des idées qui vont arriver à un moment donné. Ouais, Tu vas être en plein lâcher prise et clac, hop, ouais, je les c'est ça. note. Et ça, c'est Et en assez fait, quand fabuleux. j'écris, bah, je laisse passer, quoi. J'ai mon idée. Enfin, ça a Mhm. toujours été comme ça, hein. Même, enfin, je veux dire, même quand j'étais à l'école ou quoi, je sais vers où je vais. En fait, j'aime toujours avoir mon idée et après la manière dont je le dis, bah, ça sort tout seul. Je réfléchis pas trop, hein. J'ai une écriture vraiment, je sais, qui est très grand public. Après, si je réfléchis à la structure des phrases, etc., voilà, je peux vraiment m'appliquer. Enfin, je m'applique, hein, mais j'aime que ce soit frais, accessible et authentique. Mhm. Que ça soit vrai, que ça soit toi. Voilà. Ok. J'avais une amie qui me disait: Toi, t'écris comme t'éternues». Bah voilà, c'est un peu ça. Un peu horrible, Ouais, mais la mais preuve c'est que ça, quand tu vends plus de 40 000 exemplaires, ça fonctionne. voilà, c'est ça. Parce que pour sûr, sur les 40 000 exemplaires, tu as un gros pourcentage de recommandations. Ouais. Donc, euh, donc Mmh. ok. Bon, bah, c'est cool. As-tu un gris-gris, une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits et qui, toi, t'est propre et qui te permet, toi, d'avancer tous les jours ou dès que tu as un moment de faiblesse, tu penses à quelque chose, tu te raccroches, tu... Oui, alors, j'ai pas de gris-gris, bon après j'ai plein de gris-gris au quotidien, hein. J'ai des huiles essentielles, j'ai, mes pierres, dans mon Ouais. cabinet, j'ai, mes bougies, enfin voilà, j'ai plein de choses, dans mon T'as ton quotidien. environnement qui te Ouais, dans mon permet d'être bien. environnement, mais c'est pas, enfin, si elles étaient pas là, ça irait quand même, hein, mais j'aime bien m'entourer de, voilà, de choses qui me font du bien, donc Mm. de gris-gris. Mais après, c'est plus me raccorder à l'idée que, bah, qu'on n'a qu'une vie, quoi. Mm. Et voilà, parce que moi, j'ai perdu mon papa il y a 5 ans maintenant, et c'est vraiment me connecter à ça et me dire, bah, en fait, peut-être qu'il est là et qu'il me regarde. Voilà, c'est tout ça. C'est toute cette connexion à aussi, il est parti assez jeune, enfin, je trouve, hein, c'est-à-dire que 66 ans, Mm. pour moi, c'est un peu jeune, et je me dis, bah, en fait, c'est se dire qu'on n'a qu'une vie et en fait, ça m'a remis un petit peu en place par rapport à mes peurs, etc. C'est de me dire, bah, en fait, non, quoi, j'ai envie de faire ce que j'aime et de partager, et j'y crois. Et c'est un petit peu grâce, entre gros guillemets, à Mm. ça, à son départ, que j'ai pu me connecter à ce que je voulais vraiment. Ça m'a fait un gros rappel à l'ordre de est-ce que tu vas passer toute ta vie à stresser et avoir peur de te lancer, ou est-ce que tu vas enfin y aller parce que tu as envie d'y aller, et qu'on n'a qu'une vie et qu'à tout moment, en fait, ça peut s'arrêter, mais brutalement, sans qu'on s'y attende. Mm. Et ça, Mm. c'est sur tous les plans de la vie, hein. C'est aussi, bah, comme je le disais tout à l'heure, sur un plan plus perso, c'est passer du temps avec les gens qu'on aime, c'est vivre, quoi, parce que ça peut vraiment. Après, on ne sait pas ce qui se passe au moment où le corps s'arrête de respirer. Voilà, Ouais. je suis ouverte à tout également, mais en tout cas, de ce qu'on sait, là, autant vivre au mieux cette vie, quoi. Donc c'est vraiment une espèce de pensée, de rappel à l'ordre par rapport à ça, quoi, qui me Mm. fait, en fait, me dépasser à chaque fois. Mm. Ouais. C'est ça. Ok, mais, merci pour ce partage. On a parlé de films, de séries. Est-ce que toi, tu aurais un film ou une série qui t'a, on va dire, fait passer le cap du développement de soi potentiellement, ou voilà, tu te souviens de ce film qui t'a vraiment marqué pour progresser? Alors là, j'ai un truc qui me vient, enfin, tu vois, là, si j'écoute vraiment, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, mais c'est un film que j'ai vu une fois et qui, sur le coup, m'a pas marqué, mais quand je sais pas, c'est un peu bizarre parce que, sur le coup, je me suis pas dit: «Waouh!» Mais c'est le film Mange, prie, aime avec, Julia Roberts. Ouais, ouais. Alors, c'est vraiment le truc bateau, mais c'est vraiment cette idée-là, ouais, on n'a qu'une vie, on en fait quoi? Et d'expérimenter, en fait. Mm. De se dire que, en fait, quand on lâche toutes ses peurs, ses croyances, et cetera, et qu'on travaille sur soi, et ben, on apprend que la vie, ça peut vraiment être un terrain de jeu, et même Mm. s'il y a des moments difficiles, on apprend à se dépasser, et c'est un petit peu, dans mon souvenir, vraiment, je l'ai vu qu'une fois, mais il y a tellement de films, moi, que
enfin, c'est vrai que les films, c'est hyper important dans ma vie, mais quand tu m'as posé la question, c'est la première idée qui m'est venue. Ouais. Tu vois, je l'ai vu pendant le confinement. Le confinement, en fait, j'avais une sorte de grande to-do list de films à voir et du coup, ça a été le moment opportun pour pouvoir le faire. Et je l'ai vu à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est un film qui parle en effet d'une personne qui est hyper active et qui a besoin de voir autre chose, de prendre de la hauteur sur sa vie et de se connecter en fait à elle. Et donc voilà, elle part en Inde, hein, si c'est bien le film que j'ai en tête. Elle part d'abord, je crois, en Italie pour manger. Pour manger, quoi. Ouais, je crois qu'elle part à 3 endroits différents, effectivement, et je crois qu'elle passe par Bali oui, aussi, je sais plus si c'est l'Indonésie ou l'Inde, mais en tout cas, je crois qu'elle fait les deux. Je crois qu'elle part en Indonésie, puis elle fait l'Inde ou inversement. Ou je crois qu'il y a il y a quelque chose comme ça. Elle m'a inspirée parce que je suis partie en Inde faire un stage de yoga toute seule et c'est exactement, en fait, le fait de partir seule et d'oser y aller. Même quand on est une femme, quoi, c'est le genre de film qui m'a poussée à prendre ce type de décision. Et tous les films un peu initiatiques, qui sont un peu parfois durs, mais les films de voyage, je pense à Into the Wild, ce genre de film-là, c'est hyper inspirant, quoi. Ouais, c'est des films qui permettent qui sont profonds et et c'est vrai qu'ils sont souvent seuls. Du coup, c'est héros avec des fins parfois tragiques, parfois heureuses, mais en tout cas qui permettent de se poser les bonnes questions et de se dire voilà qu'est-ce qui est important pour soi. Après, j'adore beaucoup de choses, mais par rapport au développement personnel, c'est vrai que c'est plus ce genre-là, un peu contemplatif, voyage, la personne. La personne qui va, qui justement est dans la vraie vie et qui va découvrir autre chose, quoi. Ouais, ok. Comment on peut te joindre ? Si tu veux qu'on te joigne. Je suis sur Doctolib, en tout cas, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous. Dans le 19e à Paris. Dans le 19e à Paris, en France. Après, je suis joignable j'ai toutes les infos. Je suis joignable par mail, comme toi tu l'as fait, tu m'as contacté par mail, je crois sur mon site. Ouais, sur ton site, un site internet. On mettra aussi dans les notes du podcast ton site. Il faut que je mette un petit peu à jour parce qu'il correspond plus vraiment. Enfin, voilà, on évolue, hein, donc au niveau des contenus, même des photos, je pense qu'il faudrait que j'ai prévu de mettre à jour. Et on peut me joindre par téléphone également. Ouais, ok. Et puis bien sûr, je mettrai les liens pour aller voir le petit livre du lâcher prise, pour aller l'acquérir, le petit livre de l'intuition également. SOS Pro. SOS Pro, et puis il y en a 2 autres en route, hein, c'est ça ? Ouais, alors il y en a un qui va être sur le même format que les 2 petits livres. Ce sera un petit livre, ce sera 5 minutes pour lâcher prise, toujours aux éditions First. Et là, ce sera vraiment plein d'exercices du quotidien pour prendre 5 minutes et vraiment se connecter à soi et lâcher prise. Donc ce sera encore une fois pratique, facile d'accès, j'espère, et inspirant pour les personnes qui l'auront entre les mains. Et il y en a un autre, mais je ne peux pas trop en dire plus pour le moment parce que rien n'est... Voilà. Rien n'est acté. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, de belles choses sont à prévoir et encore du pratico-pratique comme on aime. Voilà. As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs ? Ce que je pourrais leur dire, c'est prenez soin de vous parce que c'est hyper important et comme on l'a dit tout au long de ce podcast, soyez attentifs à vous-même parce que personne le sera à votre place, quoi. Et on n'a qu'une vie. Et on n'a qu'une vie, en effet. Merci infiniment, Émilie. Très belle suite. Hâte de lire ces nouveaux bouquins et à très bientôt. Merci pour l'invitation et bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Au revoir. Ciao. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que plus nous aurons d'abonnés,
plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopy.com, Qanopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao, ciao.